Madame, monsieur, bonsoir, nous sommes le mardi 3 mai, je vous souhaite la bienvenue pour ce nouveau numéro des mardis de l'IH2EF, ici en direct de studio de l'IH2EF sur le site du Futuroscope à Poitiers, avec un nouveau sujet aujourd'hui consacré au management de la transformation. Et pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir 3 intervenants aujourd'hui, à commencer par 2 intervenants à distance. Fabienne Saunier, vous êtes proviseure de lycée professionnel dans l'académie d'Aix-Marseille, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et Charles Moracchini, vous êtes délégué académique à la formation des personnels d'encadrement et IAIPR, établissement et vie scolaire dans l'académie de Clermont-Ferrand. Bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Et en plateau avec moi, j'ai le plaisir de recevoir Hervé Chaumienne. Vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Bonsoir à vous. Et bonsoir à tous et à toutes. Alors on va le construire de manière collaborative, ce débat. Vous allez tous pouvoir prendre la parole sur les différents sujets que nous allons aborder ce soir. Peut-être définir dans un premier temps la problématique. Le management est l'un des axes forts de la formation, ici à l'IH2EF, avec la mise en place notamment d'un dossier dédié au management humain et le lancement donc d'un plan national d'accompagnement managérial, le fameux PAM. Le management est au cœur des métiers de l'éducation et de la formation, et il est donc aujourd'hui nécessaire de permettre à chaque cadre de l'institution de développer, consolider ses compétences managériales, et cela dans un environnement complexe et en pleine transformation. Le manager est également un élément clé de l'organisation dans la mesure où il met en œuvre le changement, accompagne les équipes, anticipe et gère les crises, impulse une dynamique au travers de son style de management et encourage le bien-être et la qualité de vie au travail. Alors, afin de bien accompagner ses équipes et en appui du service ressources humaines, le manager devra tenir compte des ressources dont il dispose, matérielles mais surtout humaines, dans le but de bien identifier, comprendre et analyser les besoins et les attentes exprimées par ses collaborateurs, mais également afin de tenir compte des forces et des atouts de chaque membre de son équipe pour faire face aux défis futurs et aux transformations à venir. Ce webinaire vise donc à voir ce qu'est accompagner les transformations pour un cadre de l'éducation nationale et en quoi consiste l'accompagnement au changement tout en apportant des pistes et leviers d'action. C'est ce que nous allons voir donc au fil de cette heure de direct et on va commencer tout de suite avec vous, Hervé Chaumienne. Je vous propose d'introduire le débat tout simplement avec dans quelques instants une définition de la transformation, mais avant ça, peut-être un propos plus introductif. Oui, alors comme l'ensemble du champ public français, eh bien le champ de l'éducation nationale est soumis depuis des décennies à des réformes régulières, dont certaines se veulent transformantes, d'autres peut-être relèvent plus d'ajustements incrémentaux finalement au mode de fonctionnement du système. Alors le premier enjeu qui est commun à l'ensemble du champ public français, c'est l'enjeu de l'adaptation. L'adaptation, et c'est même un principe cardinal des services publics, adapter la façon de délivrer les services publics à la demande sociale, aux évolutions de la société. Et puis on l'a vu de façon d'autant plus forte récemment, il y a aussi une nécessité de faire face à des crises qui par nature sont plus ou moins prévisibles, parfois par leur ampleur très imprévisible, comme par exemple une menace sécuritaire d'un côté ou plus récemment aussi la crise du Covid. Et donc là, on voit bien qu'il y a 2 aspects à ces transformations, un aspect de modernisation, adaptation, et un aspect aussi de résilience, capacité à assurer une continuité de service public malgré un environnement à un moment donné dégradé. Alors plus spécifiquement par rapport à l'éducation nationale, il y a la question aussi d'arriver à conjuguer un certain nombre d'objectifs qui peuvent sembler difficiles à mettre en œuvre conjointement, dans le cadre donc des valeurs de la République, dans le cadre aussi des lois en vigueur. Il s'agit d'améliorer son efficience, son efficacité pour former des élèves, futurs citoyens, qui devraient être des citoyens éclairés, mais aussi intégrés dans une société en pleine mutation. Et donc on voit bien que les défis auxquels fait face l'éducation nationale, ces défis sont particulièrement importants. Et cette notion de transformation, comment vous l'explicitez dans l'éducation nationale ? Alors, elle peut prendre une forme que je qualifie, en tout cas à l'échelle des établissements scolaires, d'hybridation. Hybridation entre des approches classiques de leur fonctionnement et qui n'ont pas perdu ces approches, leur intérêt, des approches centrées sur des enseignements disciplinaires, sur la tenue de classe, sur l'approfondissement et la maîtrise de fondamentaux disciplinaires, avec aussi un héritage de toute notre histoire éducative, la note. On voit bien en période de parcours
Parcoursup, à quel point les notes, à certains moments, sont presque des totems et des enjeux majeurs. Et conjointement et de façon, on va dire, complémentaire à ça, viennent s'ajouter aussi un certain nombre de réformes, de changements qui privilégient l'interdisciplinaire, le dialogue entre les disciplines. Une vision plus systémique, un peu à la Edgar Morin, justement, de l'école comme moyen pour essayer de mieux comprendre notre monde, notre société, et pas uniquement des silos disciplinaires. Mais pourtant, pour dialoguer et discuter, encore faut-il maîtriser les fondamentaux. On s'intéresse aussi beaucoup au processus d'acquisition, et pas uniquement au contenu, même si l'un et l'autre sont inséparables. Enfin, la question de l'accompagnement, de la personnalisation de la relation, de l'orientation des élèves, de la prise en compte aussi de leur singularité, quelles que soient ces singularités, est quelque chose qui vient bousculer un peu une vision, on va dire, un peu homogène de la façon de tenir une classe ou de gérer un établissement. Et on voit bien aussi que ça se traduit au niveau des évaluations sur la question des compétences, de leur acquisition, selon des approches qui, sans faire disparaître les notes, sont aussi plus qualitatives. Voilà. Donc on voit bien que cette hybridation est les facteurs quand même de chamboulement, de bousculement, de tension, de remise en question, pas uniquement d'outils, de règles, de programmes, mais aussi de pratiques, mais aussi de méthodes de travail, voire même d'identité professionnelle. Qu'est-ce qu'aujourd'hui une enseignante ou un enseignant fasse justement à ce double agenda qui n'est quand même pas simple de mener conjointement? Les changements dans tout ça? Alors, justement, on voit bien qu'ici, on a des changements de nature. Des changements de nature réglementaire, programmatique, structurelle, statutaire, des nouveaux outils. On parle beaucoup du numérique éducatif aussi. Et donc, on voit bien que tous ces dispositifs, tous ces items, tous ces artefacts visent pas uniquement à se déployer pour être déployés. C'est parfois d'ailleurs un discours un peu creux. Il faut moderniser pour moderniser, mettre en place tel ou tel outil parce que c'est comme ça. Non, ça vise justement à produire des effets, à faire évoluer de façon plus profonde des comportements entre les enseignants, les apprenants, des comportements aussi avec l'ensemble des parties prenantes du système. Ça vise à faire évoluer de façon nettement plus profonde là encore les relations aux autres, les postures, les pratiques, les représentations. Et on voit bien que donc quand on parle de changement, il y a bien la partie visible de l'iceberg, la dimension dispositif structure, et puis la partie plus profonde qui en est quand même la cible. Mais parfois, ça peut être la première partie, une sorte de fin en soi. Et donc, on s'aperçoit qu'il y a deux grandes familles de changements, on pourra revenir là-dessus par la suite. Les changements que j'ai beaucoup évoqués jusqu'à présent, c'est-à-dire délibérés, une réforme, l'arrivée d'un nouvel outil, une injonction, une crise, qui s'impose d'une façon ou d'une autre, finalement, à des acteurs de terrain à qui on va demander de s'adapter. Et puis, de façon, de mon point de vue, complémentaire et peut-être plus intéressante, des changements plus invisibles. François Julien, le philosophe, parle de transformation silencieuse. Des choses qui émergent, qui poussent via le terrain et où là, le manager n'aura pas comme principale mission de conduire le changement, de maîtriser, de respecter les objectifs, mais plutôt de faciliter, de créer les conditions favorables à ce que, justement, des innovations, des idées nouvelles, de nouvelles pratiques émergent. Et je pense que les témoignages qui vont suivre devraient nous apporter quelques éclairages de ce point de vue-là. C'est ce qu'on va voir, justement. Merci Hervé Chaumienne, en tout cas, pour ce propos introductif. Je rappelle aux personnes qui nous suivent actuellement que vous pouvez réagir avec nos intervenants. Pour cela, vous vous connectez sur la plateforme Menti, vous rentrez le code qui va s'afficher juste en bas de votre écran et vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos intervenants tout au long du direct et vous pouvez également réagir sur Twitter avec le hashtag #IH2EF comme pour chaque émission de nos mardis de l'IH2EF. Fabienne Saunier, je vais me tourner vers vous à présent peut-être pour une première question avec votre point de vue de chef d'établissement. Comment accompagner le changement et le rôle du manager? Alors tout d'abord, effectivement, pour on va dire adosser les propos introductifs d'Hervé Chaumienne. Donc moi je démarrais par citer une définition du manager, du rôle du manager qui est issu des travaux de Franck Brier. Alors certes, évidemment, il y a d'autres très grands chercheurs, dont notamment Mintzberg, mais je trouvais que cette définition était assez éclairante. Donc Franck Brier nous dit que le manager est une personne donc en charge d'une organisation, d'une entité ou d'une équipe. Il est investi d'une autorité et d'une légitimité qui lui donne un statut. Ce statut implique l'exercice de multiples rôles qui seront de nature à orienter ses comportements et ses pratiques. Il fait en sorte que le travail soit réalisé tout en assurant le développement de son équipe et de son potentiel. Et effectivement, les rôles du manager ont beaucoup évolué. Et là, il est question, comme le soulignait très justement Hervé Chaumienne, c'est qu'il faut mobiliser à la fois des aptitudes, des attitudes et des compétences de façon à être en capacité de gérer des individualités, mais aussi à gérer et fédérer un collectif au sein d'un environnement justement en pleine transformation.
Juste pour ajouter une autre définition d'une transformation possible, hein, donc celle-ci provient donc d'Autissier, Johnson et Virch en 2019. Hein, donc ils la définissent comme étant un ensemble des projets en lien avec une stratégie globale et la culture d'un corps social. Voilà ce que je peux dire au niveau de la notion de transformation. Et justement, du fait de mes lectures personnelles, mon parcours professionnel, hein, mes observations aussi sur le terrain, j'ai très humblement, hein, identifié, dégagé 10 rôles, on va dire, plus prégnants du manager de la transformation. Alors évidemment, certains de ces rôles sont interdépendants et évidemment connexes. Est-ce que vous pouvez justement nous les présenter, ces 10 rôles ? Alors, tout d'abord, un manager à la transformation, c'est un manager humain qui s'appuie sur la mobilisation de ses soft skills, hein, des compétences douces, est un manager qui inspire la confiance, qui reconnaît la valeur de ses collaborateurs. Un manager à la transformation, c'est également un manager intuitif, créatif, visionnaire et promoteur de l'intelligence collective. Il s'appuie sur ses 5 sens, ses émotions, son expérience. Il offre des espaces qui promeuvent justement cette mobilisation de l'intelligence collective, permettant l'expression de la créativité de chacun de ses collaborateurs. Et il est également là, évidemment, pour créer cette vision pour l'organisation et la partager. Un manager de la transformation, c'est aussi un manager traducteur du sens des grands axes des politiques éducatives et des réformes. Selon la théorie de Weick, hein, la construction du sens, le manager est un sense-making. Vous excuserez mon accent pas terrible. Un manager de la transformation est également un manager ambidextre qui promeut à la fois une innovation, ce qu'on appelle d'exploitation, c'est-à-dire qu'on part de l'existant et on donne un nouveau souffle, mais aussi un manager ambidextre d'exploration, c'est-à-dire qui va guider les équipes à conduire, à explorer de nouvelles opportunités de développement. Et ça a été ça a été le cas évidemment dans le cadre de la mise en place de l'enseignement à distance, hein, de la continuité pédagogique suite à l'issue de la crise de la Covid. Donc, de fait aussi, lié à ce traumatisme de la crise de la Covid, le manager de la transformation, c'est un manager de la résilience organisationnelle, hein, c'est-à-dire qu'il doit être en mesure de promouvoir auprès de ses collaborateurs toutes leurs compétences en termes d'adaptabilité, de nouveau, de créativité, de flexibilité. L'objectif étant d'accompagner justement l'organisation qui a fait face à ce traumatisme et notamment celui de la crise de la Covid. Un manager de la transformation, c'est également un manager du paradoxe, d'appartenance ou d'identité de l'organisation. C'est-à-dire qu'il peut arriver à des moments que les valeurs et les croyances des individus soient en contradiction avec les valeurs portées par l'organisation. Donc, dès lors, il y a ce qu'on appelle des dissonances cognitives qui peuvent apparaître. Et moi, plus particulièrement, j'ai pu le voir notamment dans le cadre de l'évolution du métier des enseignants. Hein, je fais référence là au référentiel de compétences et métiers de 2013. Un manager de la préoccupation, de la transformation, vous voyez, est un manager justement des préoccupations et des résistances des individus vis-à-vis d'un changement ou d'une transformation. Donc là, les travaux de Bareil, Soparno, donc nous guident bien et sur l'identification justement de ces sources de préoccupation et de résistance qui ne sont pas uniquement syndicales. Hein. Évidemment, un manager de la transformation, c'est aussi un manager des valeurs. Donc là, je m'appuie évidemment sur les écrits de M. Chaumen, Chanu et Demaré en 2015. Hein. Dans l'espace public, c'est un double espace valoriel. Hein. Il y a d'un côté les valeurs traditionnelles du service public et les valeurs de performance et d'efficience qui sont connexes au concept, hein, du New Public Management. Et effectivement, il peut arriver, il existe, qu'il y ait des tensions, hein, entre ces deux champs de valeurs. Néanmoins, le manager doit être en mesure de légitimer, hein, ces valeurs dans le cadre de l'action publique. Un manager de la transformation, c'est un manager aussi un coach pour guider, accompagner les enseignants, enfin les équipes aussi, dans une démarche de développement professionnel, hein, et d'actualisation de leurs connaissances et de leurs compétences, justement connexes au fait que l'organisation se transforme. Et enfin, un manager de la transformation est un manager, entre guillemets, augmenté et figital. Donc ça, je trouve ce terme assez sympathique. Hein, c'est de joue. Hein, c'est un lien entre le physique et le digital. C'est-à-dire que le manager doit être même capable de repenser les espaces de travail à la fois en distanciel et à la fois en présentiel. Et on s'est bien rendu compte avec la crise de la Covid que le travail en distanciel
a tout de même permis, voilà, à certains moments donnés, de pouvoir avancer en amont sur un projet ou sur une action qui se finalise évidemment sur le présentiel, puisqu'on sait que le présentiel est toujours plus agréable. Voilà, mais en tout cas, ça nécessite aussi aux managers d'utiliser à bon escient les outils du travail collaboratif à distance. Voilà pour ces 10 rôles. Bon, merci pour cette présentation. Pour appuyer un petit peu votre propos, est-ce que vous auriez des exemples à nous donner justement sur le management de la transformation ? Alors bien sûr, je donnerai 3 exemples, j'essaierai d'être très synthétique. Premier exemple, c'est la mise en œuvre justement de la transformation de la voie professionnelle, qui s'est quand même accompagnée d'un changement de paradigme quant à l'exercice du métier d'enseignant. Je prends l'exemple notamment de la co-intervention, de la collaboration très étroite avec les entreprises au regard de la mixité des parcours et des publics, de la pédagogie de l'alternance aussi, du travail collaboratif des enseignants dans le cadre du chef-d'œuvre et de la co-intervention, et aussi l'impact qu'ont pu ressentir, que certains enseignants ont verbalisé, ce qu'on appelle les enseignants des matières à sanction, entre guillemets, c'est-à-dire celles qui sont évaluées en ponctuel en bac pro et qui ont manifesté une crainte et ont verbalisé le fait d'avoir perdu des heures, entre guillemets, ce qui n'est pas le cas puisque c'est une autre manière de travailler. Un deuxième exemple, l'auto-évaluation de l'EPLE. Alors, je sais que mon collègue, M. Mourachini, va développer derrière, mais au niveau de l'auto-évaluation de l'EPLE, effectivement, c'est une autre façon pour les équipes d'appréhender des pratiques d'évaluation. Donc, ça aussi, c'est connexe aux enjeux de performance et d'efficience. Et enfin, je terminerai sur un exemple plus personnel. Donc, à la rentrée, dans le cadre du plan Marseille en grand, puisque je suis sur un établissement de la ville de Marseille. Donc, j'ouvre. L'institution m'accompagne sur l'ouverture d'une structure d'un micro-lycée. Et donc là aussi, je vais évidemment accompagner la transformation, puisque ce sont des microstructures qui existent déjà, mais là, il y a des enjeux politiques forts. Et je vais accompagner évidemment, dans mon rôle de manager de la transformation, les équipes. Eh bien, merci beaucoup Fabienne Saunier. Je vais me tourner donc, comme vous l'avez suggéré, vers Charles Mourachini pour avoir sa vision justement plutôt d'inspecteur sur le sujet. Charles Mourachini, même question que pour Madame Saunier. Comment accompagner le changement tout simplement ? Alors, justement, on a un nouvel objet qui va nous permettre de réfléchir à cet accompagnement du changement. Ce nouvel objet, depuis l'an dernier, qui concerne l'ensemble des cadres et des personnels, c'est l'évaluation des établissements. Ce processus d'évaluation est extraordinairement intéressant pour nous parce qu'il est une démarche inédite. Et en tant que démarche inédite, et pour des corps d'inspection, des corps de direction, des cadres administratifs, être évaluateur externe, eh bien, c'est réfléchir à sa posture, puisque cette démarche, elle ne fait pas appel à des métiers traditionnels liés à l'évaluation, qui étaient, par exemple, une opération de contrôle, une opération d'enquête, une opération d'inspection. Il s'agit là de concourir à l'évaluation d'un service public d'éducation. Concourir à l'évaluation d'un service public d'éducation, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il faut que nous nous interrogions sur notre posture, d'abord, pour accompagner ce changement. Notre posture, c'est-à-dire pour penser ce changement, le penser dans toute la profondeur de cette démarche. Évidemment, le piège pour nous, ce serait de revenir sur notre zone de confort. C'est-à-dire sur notre Olivier Houdet parle de système 1 quand on est dans l'urgence et qu'on est dans ses propres heuristiques, c'est-à-dire dans ce qu'on sait le mieux faire. Et ça n'est pas question pour nous de se contenter de cette affaire-là. Il faut au contraire apprendre à penser ensemble. Pour penser ensemble, il faut faire appel à ce qu'Olivier Houdet appelle un système 2, un système qui demande à réfléchir ensemble. C'est-à-dire, alors dans notre académie, on s'est donné un repère sur ces postures à adopter en tant qu'évaluateur externe. Ces postures, on vous proposerait, pour s'en souvenir, et c'est important de se souvenir justement de repérer ces éléments qui peuvent s'interpeller dans le temps. Mais on commence d'abord, alors on les appelle les 3C. On les appelle les 3C pour contenir, comprendre et célébrer. C'est tout bête, c'est simplement tout au long de cette évaluation externe, prendre conscience de l'évolution et de l'importance d'une posture. Une posture peut déconstruire nos intentions. Donc, la première posture que nous allons adopter, eh bien, c'est une posture contenir parce que le contenant précède le contenu. C'est créer un cadre.
c'est spécifier et ancrer notre posture d'évaluateur externe dans une attitude d'attention, dans une attitude d'accueil, de non-jugement, d'écoute, de dialogue. C'est conscientiser en sollicitant, en dynamisant, en allant dans la logique de problématisation qui petit à petit va nous amener vers la posture de compréhension. On voit bien que si on rate cette posture que nous qualifions de contenante, on va rater cette remise en cause chez chaque évaluateur externe eh bien, de ses préjugés, de ses heuristiques, de ce qu'il pense, mais à la limite ce qu'il pense à chaud d'une façon réactive, ça n'est pas intéressant du tout. L'étiquetage, c'est ce qu'il y a de plus pervers. Donc, si on veut faire preuve d'intelligence collective, il faut d'abord remettre en cause tout ce qui est de l'ordre de nos heuristiques, donc se préparer à inhiber nos idées qui ne sont pas intéressantes pour créer un temps de qualité qui va permettre au personnel qui ont déjà travaillé dans une auto-évaluation, qui nous ont déjà proposé des choses extrêmement réfléchies, eh bien, déjà de l'accueillir. De l'accueillir pour comprendre. C'est le deuxième C, comprendre. Comprendre, c'est-à-dire entrer dans un rôle, donc, on le disait, différent du rôle traditionnel d'autorité, par exemple pour un inspecteur, ou pour un chef d'établissement, ou pour un cadre administratif. C'est entrer dans une posture compréhensive. Agir concrètement dans la réalité qui est celle que nous observons sur le terrain. On se place donc dans une position de recherche, on commence à problématiser, l'évaluateur externe donc est dépouillé de son rôle traditionnel et il entre dans une forme d'exploration appréciative. Il développe l'écoute, il partage, il reconnaît des valeurs, des forces, des atouts, des compétences, des talents et c'est là qu'on s'aperçoit que ça demande beaucoup d'humilité, ce deuxième C de comprendre. Parce que dans notre culture, il est toujours d'usage de regarder ce qui ne va pas, d'avoir des idées négatives. Avoir une démarche compréhensive, c'est une démarche d'humilité, c'est une démarche appréciative, c'est comme un anti-patinage finalement, l'appréciation, c'est faire passer toute la puissance des équipes sur le terrain et c'est comme dans une voiture de sport, l'anti-patinage c'est indispensable, sinon on glisse et on n'est pas efficace. Donc cette compréhension, cette capacité à donner du sens, on voit bien donc comprendre parce qu'on se sent contenu. Et il se passe des choses assez extraordinaires, enthousiasmantes, quand on comprend et quand on est dans ce dispositif. Il se passe des moments où on se dit, mais il y a des lignes de force, il y a des éléments qui apparaissent et qui ne sont pas les idées des uns et des autres, qui sont une énergie collective, des formes de résonance. Et on s'aperçoit que le troisième C de célébrer est extrêmement important. Célébrer les réussites, célébrer les pépites. Et c'est le sociologue Hartmut Rosa qui nous parle de résonance. Il nous dit que finalement, notre monde postmoderne, il est très, torturé par la vitesse, très torturé par le manque d'écoute, l'aliénation. Et l'antidote qu'il a trouvé à l'aliénation, eh bien, c'est finalement la résonance. La résonance, c'est-à-dire prendre le temps d'être dans une relation au monde et en liaison avec des valeurs. Et alors, vous me voyez venir dans cette proposition que je vous fais des 3 C, finalement, c'est une démarche apprenante qui est de l'ordre de ce que Philippe Carré nous proposait dès 2005. Une démarche apprenante, c'est une posture qui est un ensemble stable de dispositions affectives. Donc, vous voyez le besoin de contenir les émotions, les soft skills, comme disait ma collègue tout à l'heure, des dispositions donc affectives, des dispositions cognitives, comprendre, prendre le temps de comprendre en sortant de ces heuristiques les plus automatiques, avoir une pensée faite de multiples nuances, et puis célébrer nos valeurs, célébrer la constitution de nos valeurs. Lui, il parle de la dimension conative, c'est-à-dire l'engagement dans des valeurs. Et cette dimension-là, ça va être la poursuite, on en parlera tout à l'heure dans les leviers d'action, mais d'accompagner ce qui fait que nous résonnons dans une relation au monde dans laquelle nous croyons, c'est-à-dire toutes nos valeurs de la République. Il ne peut avoir de résonance que dans une expérience considérée par le sujet comme compatible avec ses évaluations fortes, nous dit Hartmut Rosa, c'est-à-dire avec les valeurs qu'il juge importantes. Et je me réfère donc au très beau livre d'Hartmut Rosa, Résonance. Merci beaucoup Charles Moracchini. Alors en réaction en plateau, Hervé Chaumienne, pour compléter,
Votre vision, vous, d'universitaire, sur comment accompagner le changement? Alors, de façon extrêmement synthétique, hein, je ne peux que renvoyer les auditeurs et spectateurs à un certain nombre de références qui seront données suite à ces échanges, notamment toute l'approche contextualiste du changement, hein, qui est illustrée dans un rapport de recherche qui est communiqué et qui a été largement développé par François Pichot. Ce que montre bien finalement, hein, les interventions de mes deux collègues, c'est bien sur le rôle des managers, les tensions de rôle, le rôle un peu héroïque d'équilibriste, hein, et les problèmes de dosage que peut avoir le ou la manager en situation d'un côté, et l'objet particulier, hein, qui est l'auto-évaluation et le rôle de l'évaluation dans le fonctionnement de l'établissement, c'est de voir à quel point justement la capacité des acteurs à comprendre, décoder, analyser l'environnement tout en agissant au quotidien est quelque chose d'important. Et l'approche contextualiste qui essaye de justement modéliser de façon extrêmement pragmatique un environnement professionnel avec 3 variables, le contexte, la compréhension finalement des différentes caractéristiques de l'environnement interne ou externe, par exemple d'un établissement, le contenu ou le domaine qui sera soumis à transformation et qui nous intéresse à un instant T, comment le caractériser en termes de complexité, de temporalité, de finalité, telle que le projet de changement est proclamé, mais parfois les finalités peuvent être décodées aussi différemment par les protagonistes. L'impact aussi qu'on peut anticiper de ce changement ou de cette transformation sur tel ou tel acteur et tel ou tel aspect de leur quotidien, voire même de leur vie parfois personnelle. Tous ces éléments-là qu'on retrouve dans l'approche contextualiste du changement, c'est vraiment précieux pour justement réfléchir à comment conduire un changement, pour savoir comment, encore faut-il savoir pourquoi et de quoi il en retourne. Et qui est concerné à quel niveau. Voilà. Et justement, sur le processus, on reviendra après sur l'importance du collaboratif, même si le collaboratif n'est pas la solution à tous les problèmes. Il y a des moments aussi où des approches plus directives et plus tranchées peuvent être nécessaires, notamment face à une crise qu'il faut gérer en toute urgence. Mais il n'empêche qu'on verra que le processus va dépendre, notamment sa nature plus ou moins collaborative, va dépendre justement de l'analyse préalable qu'on aura fait du contexte et de la nature du changement, voire même de l'organisation qu'il s'agit de manager. Je rebondirai dessus après. Alors justement, ce management collaboratif va faire l'objet d'un deuxième tour de table. Avant cela, je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez réagir sur Twitter avec le hashtag #DirectIH2EF et poser vos questions également à nos intervenants en vous rendant sur la plateforme Menti et en saisissant le code qui s'affiche juste en bas de votre écran. Deuxième tour de table, donc on va se réadresser à Fabienne Saunier. Vous êtes proviseure de lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille, toujours avec nous à distance. Fabienne Saunier, quelle place justement pour ce fameux management collaboratif ? Alors, évidemment, le management collaboratif, comme le soulignait M. Chaumienne, c'est quand, j'ai envie de dire, tout va bien. Hein, on est bien d'accord qu'en temps de crise ou dès lors que le chef d'établissement, enfin le manager doit prendre une décision, c'est sûr que la démarche va être différente. Néanmoins, moi, j'ai repéré aussi dans le cadre de ma pratique professionnelle, 7 leviers, voilà, qui sont effectivement, me semble-t-il, être incontournables hein, d'un management qui promeuve à la fois la collaboration et la coopération. Donc, le premier, c'est évidemment entretenir et dynamiser la motivation des individus au travail, hein, créer un climat de confiance organisationnelle. Donc là, le rôle déterminant du manager s'appuie sur, alors sans la développer, mais s'appuie sur les 3 dimensions hein, de la justice, de ce qu'on appelle la justice organisationnelle, qui est une des théories de la motivation au travail, et également sur ce qu'on appelle effectuer le feedback de performance. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose qui crée, qui entretient cette motivation de l'individu au travail, puisque quand on arrive dans un contexte de changement, de transformation, évidemment, ça génère des préoccupations, donc il est tout à fait légitime que le manager, motive hein, ses collaborateurs à dépasser un petit peu ces préoccupations. Un deuxième levier, c'est évidemment, de nouveau, on en reparle, hein, une mobilisation des soft skills et notamment, et plus particulièrement, je dirais même, celle de l'écoute active. Il est parfois très utile de perdre du temps pour en gagner, hein, d'écouter les préoccupations, le recueil de ces préoccupations pour ensuite, avancer plus rapidement, hein, avant de les prendre, on va dire, de façon un petit peu plus brutale. Un autre levier, évidemment, c'est aussi une communication de qualité de la part du manager, une transparence, une communication réactive, une communication qui explicite également les objectifs à atteindre hein, dans le cadre, adapté évidemment au public cible, et c'est aussi communiquer les succès hein, aux équipes et évidemment l'atteinte des objectifs. Un autre levier, un diagnostic partagé
évidemment, notamment dans le cadre de l'auto-évaluation de l'EPLE. L'auto-évaluation n'est pas pensée comme étant l'auto-évaluation de l'EPLE par le chef d'établissement. C'est quelque chose qui doit vraiment être partagé par les équipes. Un autre levier aussi qui me semble incontournable, c'est la mobilisation des instances de l'EPLE, et dont le conseil pédagogique, et la consultation très régulière des élus au conseil d'administration, de façon à recueillir leurs préoccupations déjà, et aussi leur donner un feedback des actions menées, des projets qui ont réussi ou pas. Il faut aussi, je pense, être tout à fait très honnête là-dessus. Le dialogue constructif, évidemment, c'est connexe au précédent, avec les représentants des élus. Il est évident que le manager doit s'attacher à ce que ce dialogue soit empreint de respect, que cela soit avec les différentes parties prenantes de l'EPLE. Et enfin, quelque chose de plus informel, je dirais, alors de nouveau, je vais vous faire éprouver mon accent anglais, ce qu'on appelle le management by walking around, c'est-à-dire le manager qui manage en marchant, on va dire ça comme ça. Et là, l'objectif, c'est vraiment de créer des liens informels, qui inspire la confiance, qui représente vraiment un terreau indispensable de la coopération et de la coopération des équipes, et que ce soit, alors c'est quand je parle d'équipe, c'est au sein de l'EPLE de tous les personnels, que ce soit les agents de la collectivité territoriale, les enseignants, les personnels administratifs, santé sociale, ou autres, et évidemment les enseignants. Voilà ce que je pouvais vous dire comme les 7 leviers que je trouve indispensables. Et alors, au-delà de ces 7 leviers, avez-vous des illustrations de pratiques managériales à nous présenter ? Alors oui, notamment une plus particulière qui concerne toujours la co-intervention, la mise en œuvre de la co-intervention dans le cadre de la transformation de la voie professionnelle. Effectivement, ça a quand même bousculé, on peut dire ça comme ça, les pratiques des enseignants qui n'ont pas forcément, bien qu'ils fassent du mieux qu'ils peuvent, c'est pas la question, mais on n'a peut-être pas au départ senti ou cerné les enjeux qui y étaient. Donc, moi, je crois qu'il faut s'attacher tout d'abord à les écouter, écouter leurs préoccupations. Donc là, on reboucle sur l'écoute active, mais aussi sur une communication claire et transparente sur les objectifs de la transformation de la voie professionnelle. Voilà, je suis intimement convaincue que le sens que partagent après finalement les enseignants, mais il faut vraiment bien expliquer le sens profond de cette transformation de la voie professionnelle. Voilà ce que je pouvais dire comme illustration plus pratique. Très bien, merci. Je vais me tourner vers Charles Moracchini. Alors, je rappelle, vous êtes délégué académique à la formation des personnels d'encadrement IAIPR, établissement et vie scolaire dans l'académie de Clermont-Ferrand. Charles Moracchini, dans la continuité de ce que vient de nous dire Fabienne Saunier, que doit-on attendre de ce changement collaboratif ? Bien, je crois que le changement collaboratif, il est fondé sur une vision collective, qui est le développement de la capacité évaluative des communautés éducatives. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fort pour nous. Développer ce sentiment réflexif des communautés éducatives. Si on s'appuie sur la compréhension partagée par tous les acteurs, force est de constater que les choix opérés au sein de l'établissement sont toujours extrêmement nombreux. Ils ne se surajoutent pas, ils se déploient dans un sens qui est celui de l'intelligence pédagogique collective. Aujourd'hui, c'est très important de se dire que toutes les réformes, finalement, obéissent à la même logique, renvoient à la même logique au sein de l'établissement, c'est-à-dire au sein d'un collectif apprenant. Cette intelligence collective, on la retrouve par exemple dans la charte des pratiques de pilotage qu'il faut lire et relire, qui est extrêmement bien faite, celle du 26 août 2021. La circulaire de rentrée qui nous rappelle que l'école est un lieu fondé sur un collectif soudé. L'école est fondée sur un collectif soudé. Vous voyez, on a là notre boussole. La mise en place des nouvelles modalités d'évaluation des candidats au baccalauréat, par exemple, le parachèvement de l'école inclusive, les principes qui sont arrêtés par le dispositif d'évaluation du conseil d'évaluation de l'école sont tous compréhensibles et comment dire, on ne peut se former au bon management de ces réformes que dans la promotion d'intelligence collective. Toutes les réformes actuelles sont d'ordre systémique. Si je prends par exemple l'école promotrice de santé, toute sa méthodologie s'établit sur un diagnostic du territoire, des partenaires, une vision systémique du bien-être et de la réussite.
Si je prends le rôle des écoles académiques de la formation continue, pour répondre très précisément à votre question de la formation, on voit bien que les écoles académiques de la formation continue rentrent dans cette vision stratégique territoriale de répondre aux besoins d'équipes qui se posent des questions, des équipes qui nous sollicitent avec des thèmes qui leur appartiennent là où elles en sont. Ce ne sont plus des catalogues d'actions qui descendent de sachants, ce sont des équipes qui entretiennent un véritable retour sur des expériences, qui effectuent des rencontres, qui planifient des rencontres, qui se forment en mettant en commun un certain nombre d'apprentissages, qui peuvent essaimer ces apprentissages, qui peuvent prendre des décisions. Et on voit bien qu'on est dans l'empowerment. On voit bien qu'on est dans rendre les équipes en capacité de prendre des décisions, d'employer des données. Vous voyez, c'est vraiment cette question d'agir en coopération, de communiquer, d'expliquer ce que l'on fait, d'analyser, de résoudre ses problèmes, être capable aussi de mémoriser, être capable de son action, de la situer dans le temps, de la transmettre dans le cadre d'un esprit d'équipe. Et c'est toutes ces visions de l'intelligence pédagogique collective, elles sont portées actuellement. On en reparlera sur le rôle du management qui a quelquefois mauvaise presse. Et c'est très important de faire comprendre que le management, ce sont toutes ces valeurs collectives, toutes ces belles valeurs collectives. Et c'est dans le cadre d'un pilotage par les valeurs, dont parlait Hervé Chaumienne tout à l'heure, que nous nous retrouvons si bien au sein des IAE, du réseau national des IAE. Pour nous, à Clermont-Ferrand, avec l'IAE de Clermont-Ferrand, qui est spécialisé justement dans l'évaluation des politiques publiques. Et je crois que je parlais de ce rôle contenant tout à l'heure. C'est très important d'avoir des lieux où on rencontre des chercheurs, où on n'a pas une vision descendante, mais on peut se confronter, et nous, en tant qu'acteurs de terrain, se confronter à des enseignants-chercheurs et vraiment être capable, dans des formations ateliers, de revoir complètement nos formations, justement. Et grâce à cette richesse humaine, grâce à l'intelligence collective, grâce à ces apports de la recherche, et bien finalement, c'est la formation dans sa logique collective qui nous fait vraiment changer. Vous voyez, et qui nous invite à penser, qui nous invite à structurer notre pensée, qui nous invite aussi à aller vers des certifications, à aller vers une élévation de compétences qui est reconnue par l'université. Merci Charles Moracchini. Alors on va s'intéresser dans quelques instants aux outils et leviers d'action, mais avant cela, je vais vous faire réagir, Eva Chaumienne, vous l'évoquiez tout à l'heure, ce management collaboratif, qu'est-ce que vous avez envie de dire dessus ? Alors, déjà, le premier point, c'est que ça ne peut pas être une injonction. On a tendance à mettre le collaboratif à toutes les sauces, mais encore faut-il que, justement, la situation s'y prête. On voit bien qu'il y a, comme on le disait tout à l'heure, des situations de crise, de changement, où là, on n'est pas, au moins dans un premier temps, dans le collaboratif, mais dans la réaction et la décision. Il y a des moments où il y a des changements extrêmement prescrits, avec une temporalité, avec un certain nombre de contraintes et des comptes à rendre. Et là, on va voir que le collaboratif, il n'est pas vraiment en amont. On ne nous demande pas, finalement, à ce stade, de partager un diagnostic, de co-construire quelque chose. Ça va être plutôt dans la phase de mise en œuvre et de déploiement, où là, l'intelligence, justement, des acteurs, ça va être d'essayer de voir quelle marge de manœuvre ils ont dans un environnement, malgré tout, assez fortement prescrit. Et puis, de façon assez graduée, vous avez d'autres types de changements qui, eux, peuvent être co-construits, voire émergents, et être vraiment, là, pour le coup, le reflet d'un collectif qui, spontanément, voire même sans toujours s'en rendre compte, eh bien, est porteur d'un projet au départ non formel qui va être identifié, éventuellement soutenu, accompagné, cultivé, développé avec des moyens, avec des encouragements. Et là, on va avoir quelque chose qui est éminemment collaboratif. Donc vous voyez que vous avez les deux extrêmes, quelque part, mais même dans une situation qui semble extrêmement contrainte, il y a des moments où on a besoin de la collaboration. On parlait de la crise Covid tout à l'heure. Je veux dire, la contrainte, elle était incontournable. À un moment donné, les établissements ont été fermés au public. Par contre, l'activité n'a pas été arrêtée. Et il a fallu donc trouver les moyens collectivement. Et on voit qu'il y a une énorme variété de situations pour
se débrouiller pour collaborer, pour coopérer entre pairs, entre enseignants et élèves, avec les équipes évidemment de direction administrative, avec les corps d'inspection, avec tous les acteurs, pour inventer finalement de nouvelles façons de travailler. Ouais. Et là, on est vraiment dans quelque chose qui part d'une contrainte majeure, qui aboutit à une collaboration quelque part elle aussi contrainte, mais qui est portée par la volonté des uns et des autres à assurer une continuité dans la meilleure qualité possible d'une activité qu'on considérait comme essentielle et qu'on ne pouvait pas interrompre. Ouais. Donc là, on a un exemple très intéressant où il n'y a pas de barrière étanche entre la question du prescrit, du construit, du contraint et quelque part de l'émergent. On est souvent dans des moments qui sont pour certains extrêmement contraints et construits, pour d'autres où il y a des espaces qui se libèrent justement de collaboration, d'invention, de débrouillardise, jusqu'au moment où parfois l'institution revient et dit voilà, je remets des cadres. Là, vous êtes débrouillé pendant un temps, très bien. Bon, maintenant on a eu le temps de gérer la crise et donc on revient à la norme. Ouais. Et donc c'est cette altérité, si vous voulez, que je trouve vraiment intéressante. Alors évidemment, quand on peut se permettre de co-construire, on le disait bien, un diagnostic partagé. On apprend à nos élèves à problématiser. Alors, voilà, un diagnostic partagé, c'est comment on peut arriver à voir ensemble ce qui fait problème au sens large du terme, c'est-à-dire ce qui mérite d'être amélioré, ce qui mérite d'être transformé, ce qui mérite d'être consolidé. Ouais. Si au moins on est déjà d'accord là-dessus, ce qui n'est pas toujours le cas, loin s'en faut, on a une chance par la suite, effectivement, de partir sur de bonnes bases pour, ensemble, élaborer des pistes de solutions. Voilà. Donc le collaboratif, tant qu'on peut l'initier le plus en amont possible, c'est quelque chose de capital. Voilà. Très bien, merci Hervé Chaumienne. Alors on va aborder notre dernier tour de table sur la question justement des outils, des leviers d'action. Juste avant ça, on a une petite question qui nous vient du Menti, donc de l'interface en ligne, qui est une question qui nous vient d'un auditeur. Je vais vous demander d'y répondre très succinctement si possible. Elle est très ouverte cette question. Comment peut-on devenir manager de la transformation ? Effectivement, elle est très ouverte. Alors, il y a une question de volonté, peut-être d'opportunité, une question aussi de méthode. Il faut être prêt, et là je renvoie aussi au témoignage de mes collègues, à vivre quand même un peu dans l'inconnu et à progresser pas à pas, par itération, par essai-erreur, en évitant que les erreurs soient évidemment trop graves, en étant souvent, alors ce que je dis toujours, curieux et réflexif. Curieux vis-à-vis des autres, curieux vis-à-vis de soi-même, réflexif pour se regarder un peu agir et être capable d'identifier, j'arrête là, les signaux faibles de préférence dans un premier temps, et quand ça suffit pas, les signaux plus forts que vous envoient vos interlocuteurs ou vos parties prenantes par rapport au fait que vous allez dans une direction qui semble fonctionner ou pas. Voilà. Donc ouverture d'esprit, curiosité et être prêt à gérer l'incertitude. Très bien. Bon, on espère que notre auditeur rassemble toutes ces qualités. Merci en tout cas pour cette réponse à sa question. Vous pouvez continuer de réagir, poser vos questions toujours sur la plateforme Menti avec le code qui s'affiche en bas de votre écran, et réagissez surtout sur Twitter. N'hésitez pas à partager vos réactions à cette émission avec le hashtag direct IH2EF. On passe donc à notre dernier tour de table, cette fois-ci consacré aux outils et leviers d'action. Je vais m'adresser à nouveau à Fabienne Saunier sur justement 3 outils, le design thinking, le co-développement et le retour sur expérience. Vous allez nous expliquer tout ça. Alors, donc, ce sont effectivement 3 outils que le manager peut mobiliser donc pour accompagner la transformation. Alors, le premier, le design thinking, donc c'est un outil. Alors, je ne suis pas une experte, mais en tout cas, c'est un outil qui permet de gérer l'innovation et la créativité donc en collectif, et qui est un levier très fort d'expression des potentiels des personnels. Voilà. Alors, à titre d'exemple, au niveau de l'équipe de direction de l'établissement que je dirige, nous utilisons un outil de carte mentale, ce qui nous permet, quand par exemple nous sommes en réunion, alors je parle de réunion de direction, mais c'est quelque chose que je souhaite aussi élargir, notamment sur des conseils pédagogiques ou des préparations de conseils pédagogiques notamment. Donc nous posons nos idées sur cette carte mentale, chacun possède le lien et peut tout à fait alimenter quand l'idée vient. Vous savez, des fois on se dit il faut que je note avant que ça ne m'échappe. Voilà, mais l'idée c'est aussi un petit peu ça, de pouvoir avoir cet espace de réflexion, d'expression, et aussi de façon asynchrone bien sûr, qui en plus en général nous permet d'avoir une vision globale,
systémique qu'on n'aurait pas forcément eu, voilà, si on s'était trop centré sur tout le temps le collectif. Voilà, donc c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez intéressant. Alors le co-développement, donc, alors évidemment la base c'est l'entraide, la bienveillance et l'écoute, et le respect de chacun, puisque si on se lance sur des ateliers de co-développement, il est évident qu'il faut que ça reste dans un esprit de très grande bienveillance. L'objectif étant d'être sur une stratégie gagnant-gagnant. C'est-à-dire que, par exemple, un enseignant qui aurait une compétence performante dans un domaine serait peut-être, à même d'accompagner son collègue qui souhaiterait lui aussi monter en compétence là-dessus. Mais vraiment, c'est une stratégie gagnant-gagnant. Et enfin, donc, le retour sur l'expérience, donc le rétex, donc des séances de débriefing pour constater ce qui a bien fonctionné, les axes de progrès à mener. Et ça, c'est quelque chose, je pense, alors je ne l'ai pas encore testé, entre guillemets, puisque je vais démarrer l'auto-évaluation de l'EPLE là, sous peu, en plusieurs temps. Je voulais le faire en septembre, mais bon, avec le contexte Covid, ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, je pense qu'un certain nombre d'actions qui existent déjà dans le PLE, avant que je ne prenne le poste, là, peuvent tout à fait faire l'objet d'un rétex, voilà, et de se dire qu'est-ce qui fonctionne bien, qu'est-ce qui a moins fonctionné et comment on peut amener les choses à fonctionner de façon plus optimale. Voilà, alors il y en a d'autres, évidemment, les collègues qui nous écoutent en pensent certainement à d'autres, mais voilà, en tout cas, je trouvais que ces trois-là étaient intéressants, puisque l'objectif, c'est vraiment que le potentiel, voilà, de créativité, d'innovation trouve un terrain d'expression. Voilà ce que je pourrais dire. Merci Fabienne Saunier. Et puis si justement des collègues qui vous écoutent souhaitent réagir, ils le peuvent en se rendant sur Twitter avec le hashtag #IH2EF. N'hésitez pas à proposer vous aussi vos leviers et vos outils pour alimenter le débat. Je vais me tourner vers Charles Moracchini à nouveau. Dans quelle mesure les 3 C que vous évoquiez tout à l'heure peuvent justement relier l'ensemble des leviers d'action et des outils ? Alors, effectivement, ces 3 C, d'abord, donc contenir, comprendre, célébrer, ils peuvent s'appliquer à nous-mêmes en tant qu'individus, en tant qu'équipe d'évaluateurs, mais ils s'appliquent aussi à l'établissement apprenant. Et c'est là qu'on voit les leviers d'action pour un établissement qui devient conscient du fait qu'il doit être contenant, c'est-à-dire inspirer la confiance. On pense par exemple, quand on fait ces évaluations externes, au rôle sous ces personnels qui ne célèbrent pas, c'est-à-dire ces personnels trop souvent invisibles et que l'on célèbre nous. De leur rôle tellement efficace, des agents, de l'entretien, de la cuisine, de toute cette logistique de soutien qui est éminente dans l'aspect contenant de l'établissement. Et comme j'ai dit tout à l'heure, le contenant précède le contenu. Si on ne se sent pas en situation de pouvoir penser, vous voyez que le levier il s'effondre tout de suite. Le contenant, nous avons besoin de nous sentir en confiance, nous avons besoin de nous sentir soutenus, nous avons besoin, c'est un travail de fou parce qu'il est toujours dans l'ombre. Et là, grand merci, par exemple, à Madame Callier d'avoir organisé dans l'ombre ce travail. Elle n'est pas là, et pour autant, c'est elle qui a organisé tout ce travail avec énormément d'investissement. Et vous voyez, ce travail dans l'établissement, avoir des yeux pour voir ce qui ne se voit pas. Célébrer ce qui n'est pas célébré, c'est extrêmement important. Donc, vous voyez, l'aller-retour entre contenant, célébrant, comprenant. Comprendre, c'est resituer chacun dans son rôle cognitif, et on s'aperçoit que l'alchimie qui se fait entre ces 3 dimensions, c'est l'alchimie d'un aspect systémique. Alors, j'ai donné tout à l'heure la première définition de l'apprenance pour Philippe Carré, qui était donc sur cet aspect de l'émotionnel, de l'affectif, du cognitif et des valeurs. Eh bien, une deuxième dimension, une deuxième définition de l'apprenance, c'est celle de Peter Senge, qui est extrêmement importante, qui est tout à fait la même finalement que celle d'Edgar Morin sur la pensée complexe, c'est-à-dire adopter une pensée systémique et de regarder l'interaction constante entre ce qui est contenant, ce qui est comprenant, ce qui est célébrant. Et on s'aperçoit que nos établissements, eh bien, ils ont une identité propre et que leur différence n'est pas, elle est une culture propre et elle doit être absolument célébrée parce que chacun a des postures, a des qualités et a des savoirs qui sont extrêmement
comment dire, qui doivent être connus, reconnus. Et un auteur aussi qui m'est très cher, c'est Bruno Latour, quand il nous parle des territoires d'émergence. Donc pour moi, le modèle, pour répondre à votre question, quels outils, leviers d'action, eh bien l'outil, le levier d'action, c'est la figure de cet établissement apprenant qui est structurant pour ces territoires apprenants. L'établissement est lié à ces territoires, les territoires sont liés à l'établissement, et ce regard donc contenant, comprenant, célébrant, et surtout ce regard de l'interaction de toutes ces dimensions dans un aspect systémique qui n'est pas assez connu. Et c'est pour ça que j'aimerais vraiment dire que les établissements devraient beaucoup plus développer une mémoire collective. C'est-à-dire une forme de coffre-fort de toutes leurs actions et être capable de les transmettre quand des nouveaux personnels arrivent. On parle d'établissements apprenants, ça veut dire que des stagiaires arrivent, ça veut dire que d'autres personnels peuvent circuler. Et qu'est-ce que c'est dommage de ne pas pouvoir laisser à disposition ce capital, de devoir à chaque fois aller le rechercher. Donc je crois qu'on a une grande marge de manœuvre là dans ce repérage symbolique de toutes les actions qui incarnent les valeurs de la République au sein de l'établissement, les célébrer, s'en souvenir et avoir vraiment cette mémoire de travail qui permet de donner, j'ai envie de le dire, de donner vraiment une âme à l'établissement. Merci beaucoup Charles Moracchini, et on va terminer donc avec vous Hervé Chaumienne. Vous allez avoir les mots de la fin, la conclusion sur ces outils, ces leviers d'action. Qu'est-ce que vous voulez ajouter par rapport à ce qui a déjà été dit? Alors, il est important de disposer d'un certain nombre d'outils et d'avoir une boîte à outils la plus complète possible, avec le discernement nécessaire pour savoir quand s'en servir. Pour celui qui n'a qu'un marteau, tout problème est un clou. Donc c'est important effectivement de pouvoir avoir accès à une palette de méthodes qui vont permettre l'exploration, la participation, l'activation des gens. Parfois des méthodes qui vont être nécessaires pour recadrer, pour aller vite, pour gérer aussi au plus juste. Et on voit bien donc dans cette boîte à outils, la place du management de la collaboration, et notamment de la collaboration dans le management, elle est plus ou moins forte en fonction justement de l'analyse qu'on a fait du contexte, des enjeux et de la nature du changement. Mais souvent, le principal obstacle finalement à l'action managériale et particulièrement à des changements de l'organisation, c'est un certain nombre de questions auxquelles on doit répondre et on peut avoir parfois du mal à répondre. Bon. Pourquoi ? À quoi ça sert ? D'où ça vient ? Voilà. En quoi ça va changer quelque chose de positif pour l'exercice de mon métier, pour ce que je peux produire comme effet dans mes enseignements ou dans l'activité professionnelle administrative que j'ai. Déjà, si on est court là-dessus et si on n'arrive pas à peu près à trouver des explications un peu, on va dire, convaincantes, le reste, après, on peut avoir tous les outils qu'on veut, c'est compliqué. Donc, alors, quand on a les moyens, justement, de discuter de ça et de co-construire une partie du quoi, c'est vrai que ça peut aider. Quand, par contre, ça nous est imposé, on voit bien qu'on est plus dans un exercice de communication où on essaye de relayer, traduire, expliquer concrètement, en tout cas, à quoi ça peut servir, sans être, loin s'en faut, et heureusement, à certains égards, assuré, d'ailleurs, qu'il y ait une adhésion, parce que c'est souvent une injonction, il faut faire adhérer, on ne peut pas faire adhérer n'importe qui à n'importe quoi. Bon. Et puis, enfin, il y a la question du comment. Comment on va faire ? Comment on va s'y prendre ? Et c'est là où on a des marges de manœuvre. Comment on peut accompagner avec, quand même, des moyens contraints, voilà, avec des consignes qui peuvent être contraignantes et qui limitent le champ des possibles du comment. Et puis, enfin, avec l'ennemi majeur, qui est le temps. Parce que une des réponses que je fais souvent quand on me demande, justement, de participer à ce genre de choses, c'est « j'ai pas le temps ». C'est pas ma priorité. Il y a le quotidien, il y a tout un tas d'éléments qui nous embarquent. Et là, pour le coup, aussi bien en tant que praticien, enseignant-chercheur ou observateur en tant que chercheur, m'aperçois quand même que la gestion du temps et le fait de ne pas faire perdre de temps aux acteurs n'est pas la garantie du succès, mais en tout cas, au moins, leur donne peut-être envie de vous consacrer un peu de temps. Voilà. Et donc, pour ça, le management de projet, un usage, on va dire, raisonné et raisonnable d'outils normaux pour gérer le temps, gérer les ressources et avoir un peu de rigueur dans une démarche, quelle qu'en soit la nature, et je pense une nécessité, quand bien même en amont, on a réussi à embarquer les gens sur le pourquoi, le quoi et le comment. Voilà, donc je ferme. Très bien, merci beaucoup Hervé Chaumienne. Alors on va arriver à la fin de cette émission. Je vais vous proposer tous les trois de nous définir ce qu'est pour vous un manager de la transformation
en 3 mots seulement. Avant ça, on va pouvoir répondre à une question d'un auditeur qui nous demande si nous citons toutes nos références et où peut-on les retrouver. Eh bien, c'est très simple. Il suffit de découvrir le point synthèse qui vous est proposé par Sylvaine Paul, comme pour chaque numéro des mardis de l'IH2EF. On la découvre tout de suite en images. Merci Marc-Antoine. Je voudrais commencer ce point ressources en remerciant nos intervenants d'aujourd'hui. Madame Saunier, messieurs Chaumienne et Moracchini pour leurs précieux conseils quant au choix de ces ressources. En effet, il existe pléthore d'ouvrages, d'articles, de références sur le sujet qui nous intéresse ce soir, et faire un choix n'était certainement pas chose aisée. Les documents que je vais vous présenter sont extraits d'une bibliographie bien plus complète que nous mettrons à votre disposition sur la page des mardis de l'IH2EF, avec le replay et le podcast de cette émission. Vous trouverez d'ailleurs une grande partie de ces références sur le portail documentaire du Centre de la ressource et de la donnée, le CRD de son petit nom, en version papier pour celles et ceux qui ont l'occasion de passer à l'Institut, ou en version numérique. N'hésitez pas à nous contacter pour toute question concernant l'accès à ces ressources. Vous avez un formulaire de contact sur le site internet où vous pouvez m'envoyer un courriel directement à sylvaine.paul@education.gouv.fr. Et je promets de vous répondre. Outre les documents sur le site de l'IH2EF, paraîtra bientôt tout un dossier concernant le management humain qui regroupera quantité d'informations, des vidéos, des références bibliographiques, des fiches, des articles, etc. Un dispositif intitulé « Plan d'accompagnement managérial » est également en cours d'élaboration et sera publié sur Magistère, probablement d'ici le mois de septembre. Ce dispositif devrait comporter un volet en auto-inscription, ainsi qu'une version plus complète qui sera inscrite au PNF, et donc à laquelle vous pourrez accéder sur inscription via vos académies. Je vous présente le rapport thématique du CNAM-CNESCO, Management du changement, mobiliser des outils au sein des établissements. Ce rapport, qui est paru en mars 2022, est issu de la conférence de comparaison internationale portant sur la gouvernance des politiques éducatives. Il est divisé en 3 sections qui s'appuient sur des travaux et des analyses relatifs au management du changement au sein des établissements scolaires et universitaires. Dans sa première section, il fait part du cadrage théorique et perspective. Dans la seconde, y est abordée la lettre de mission. Et enfin, la 3e section est consacrée à l'entretien professionnel. Regardons à présent ce guide publié en 2018 par la DGAFP. Mener à bien la transformation d'un service, acteurs, étapes et méthodologies RH pour conduire et accompagner le changement. Il est destiné au cadre de la fonction publique et vise à les accompagner tout au long du processus du changement. Il explicite et décrit les étapes clés d'une transformation sous l'angle RH. Voici à présent 2 ouvrages consacrés bien sûr au management. Le premier, Comportement humain et management, publié chez Pearson, a été écrit par un collectif d'enseignants-chercheurs en 2019 et aborde le sujet sous l'angle des problématiques liées aux comportements humains. Il propose des apports théoriques, mais donne également la définition des concepts clés, propose des exemples, des synthèses, des lectures complémentaires et des exercices ou cas d'application. Le second, Conduite du changement, concept clé, 60 ans de pratique, hérité des auteurs fondateurs, est lui publié chez Duno en 2018 pour sa 3e édition. Il est accessible sur nos plateformes numériques. Il offre une synthèse des connaissances produites en conduite du changement au cours de ces 60 dernières années et s'enrichit de travaux de 4 nouveaux auteurs pour cette 3e édition. 2 autres ouvrages à présent. Le premier est un guide pratique dans la collection La boîte à outils de chez Duno, dont la 2e édition est parue en 2019. La boîte à outils de la conduite du changement et de la transformation. Il propose des outils clés en main pour analyser, organiser, mettre en œuvre le changement de la structure dont on a la charge. Le tout en 8 dossiers, allant de l'élaboration de la stratégie du changement à la communication, en passant par la formation et le pilotage. Le second, toujours chez Duno, est publié en 2015 pour sa 3e édition dans la collection Livres en or, s'intitule « Manageor, tout le management à l'ère digitale ». Il aborde les principales théories du management, la structure et le fonctionnement des organisations. Il y décrit le rôle du manager, son comportement et son positionnement. Il propose également des cas pratiques de situations managériales.
Tournons-nous vers un chapitre écrit par Bénédicte Robert et intitulé « Valoriser les soft skills dans la formation des managers de la fonction publique, l'exemple de l'éducation nationale ». Ce chapitre est tiré de l'ouvrage « La formation professionnelle dans les services publics. Nouveaux enjeux, nouvelles pratiques », paru en 2019 aux presses de l'EHESP. Il y est question de l'enjeu que représente la formation initiale et continue comme levier de la transformation au sein des écoles du service public. Enfin, pour terminer cette courte sélection, nous citerons un article d'Alain Rondeau, publié dans la revue d'analyse comparée à l'administration publique de l'École nationale d'administration publique du Québec, Télescope, publié dans le volume 14, numéro 3 de 2008, et qui traite de l'évolution de la pensée en gestion du changement, leçon pour la mise en œuvre de changements complexes. Il y interroge notamment les raisons des échecs successifs dans les pratiques de gestion du changement. Voici donc la fin de ce point ressources. Je vous rappelle que vous retrouverez ces références et bien d'autres sur la page des mardis. Et j'en profite pour vous informer que notre prochain numéro des mardis de l'IH2EF aura lieu le 17 mai et sera consacré à la communication en période sensible. En attendant, je vous souhaite une très belle soirée et je rends la parole à Marc-Antoine et à nos invités en studio. Marc-Antoine, chers invités, c'est à vous. Rendez-vous le 17. Merci Sylvaine et on se retrouvera donc avec plaisir le 17 mai prochain. On va terminer donc cette émission par notre tour de table. Alors Hervé Chaumienne, vous étiez avec nous ce soir, vous êtes maître de conférence en sciences de gestion à l'IAE de l'Université Versailles-Saint-Quentin. Vos 3 mots pour définir le management de la transformation, le manager de la transformation. Oui, alors attentif, notamment aux autres, réflexif, exemplaire et donc globalement humain. Très bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous ce soir. Fabienne Saunier, à votre tour, vous êtes proviseure de lycée professionnel dans l'Académie d'Aix-Marseille. Vos 3 mots en conclusion pour définir le manager de la transformation. Alors, effectivement, je vais reprendre le premier, ou le dernier que M. Chaumienne a dit. Donc, un manager humain, évidemment, un manager qui a humble, hein, et surtout qui fait preuve d'une honnêteté, intellectuelle. Les 3 H, voilà. Très bien, c'était dans la continuité des 3 C de Charles Moracchini qui va peut-être nous donner lui aussi sa définition. Vous êtes délégué académique à la formation des personnels d'encadrement, IAIPR, établissement et vie scolaire dans l'Académie de Clermont-Ferrand. Charles Moracchini, vos 3 mots pour définir le management de la transformation. Contenant, comprenant, célébrant. Et pour traduire ces 3 mots, prendre le temps. Très bien. Merci beaucoup en tout cas à vous 3 d'avoir pris part à cette émission des mardis de l'IH2EF qui va s'achever dans quelques instants. De rendez-vous est pris donc pour le 17 mai avec un nouveau sujet sur la communication sensible. J'aurai plaisir de vous retrouver à l'animation. D'ici là, je vous souhaite une très belle soirée à tous. Vous pouvez retrouver évidemment cette émission en replay sur le site de l'IH2EF. Réagir en continu sur Twitter avec le hashtag DirectIH2EF. Très belle soirée à tous et à très bientôt.